par rapport à tout ce qu'on a entendu aujourd'hui. Hein. Ça va vraiment se poser en opposition, je veux dire, par rapport à cette notion de complexité qu'on a entendue tout à l'heure. Mais comme vous allez le voir, si vous voulez, l'idée c'est d'avoir étudié une grande cohorte d'enfants qui sont adressés au réseau de santé de Réseau 10 depuis une dizaine d'années, et de se poser des questions spécifiques inspirées par l'expérience clinique, justement, qui personnellement m'avait intrigué par rapport à un certain nombre de données ou de textes de la littérature sur les TND en général, à savoir une discordance entre les facteurs de risque qui sont officiellement listés dans les textes sur les TND et l'absence de ces facteurs de risque lorsqu'on regarde des dossiers, des dizaines, des centaines, voire des milliers de dossiers qui nous arrivent dans un réseau spécialisé dans les troubles spécifiques d'apprentissage. Alors on dirait que c'est peut-être cette spécialisation qui créera un biais, mais en même temps, statistiquement, ça a du sens et je vais vous le montrer. Alors pourquoi s'intéresser aux facteurs de risque? On en a parlé ce matin. Hein. Les neurosciences ont largement élucidé ces dernières années les mécanismes fonctionnels des troubles du neurodéveloppement, en montrant notamment la façon dont le cerveau neuroatypique dysfonctionne ou fonctionne de manière différente. Mais au-delà de ces mécanismes, un questionnement permanent dans les troubles du neurodéveloppement cherche à élucider les fondements éthiopathogéniques. Et finalement, si on se pose la question de l'éthiopathogénie, on va tout de suite être intéressé par la question des facteurs de risque, puisque l'un va éclairer l'autre, n'est-ce pas ? C'est-à-dire les causes inhérentes à l'individu ou liées à son environnement qui déterminent ses atypies de fonctionnement. À terme, déchiffrer les facteurs de risque comporte la promesse d'avancées significatives dans la prévention des troubles pour en diminuer l'incidence ou la sévérité. Donc un intérêt intellectuel et un intérêt pratique également, qui est celui de la prévention en général. Alors, durant ces dernières années, plusieurs publications officielles ont été consacrées à définir des recommandations concernant les troubles du neurodéveloppement. Et parmi elles, j'en ai retenu deux. En premier lieu, le livret officiel de la stratégie nationale pour l'autisme, qui présente une vision qui m'a paru assez surprenante des troubles 10, qui apparaissent comme une simple comorbidité de l'autisme. Ça, c'est le fameux résumé à la FF10, on a été quand même assez troublé par ça. Hein. Oui, il y a l'autisme, et puis il y a un certain nombre de comorbidités, dont les troubles d'apprentissage. On dirait que finalement, les TND, c'est tout d'abord l'autisme, et puis le reste, c'est accessoire, c'est des sous-produits, on va dire, de l'autisme. Et puis un deuxième texte, qui est celui des recommandations de la HAS, hein, sur les troubles du neurodéveloppement, qui, pour le coup, nous montre une liste à la Prévert, hein, de facteurs de haut risque de TND et de facteurs de risque modéré. Et quand on lit ces risques, on ne reconnaît pas du tout ce qu'on voit dans la clinique dans les troubles d'apprentissage au quotidien. Donc, d'abord, au premier plan, la grande prématurité, les prématurés de moins de 37 ans, une encéphalopathie, accident vasculaire, anomalie de croissance. Alors, certes, des antécédents familiaux, ça rejoint peut-être plus, on va le voir, ce que nous, on est capable de trouver. Et puis, voilà, toutes ces listes de grosses pathologies que, finalement, si on les rencontrait, ça serait totalement exceptionnel. Moi, personnellement, sur les milliers d'enfants que j'ai reçus, je n'ai jamais eu la moitié, même pas le 10e de ces pathologies, ou alors je suis passé complètement à côté, c'est possible. Même les facteurs de risque modérés, les prématurité modérée de 32 semaines, prématurité tardive, petit poids de naissance, malformation cérébrale, et finalement, la vulnérabilité socio-économique reste peut-être ce qui est le plus en accord avec notre expérience quotidienne. Alors, il y a un autre aspect qui n'est pas du tout listé dans ces facteurs de risque, c'est quelque chose qui est très à la mode à l'heure actuelle, c'est les perturbateurs endocriniens. On n'en a pratiquement pas parlé aujourd'hui. Or, il y a des travaux récents qui mettent vraiment l'accent là-dessus. Il y a un article de cette année, du début de l'année, qui montre que plus de 50% d'enfants dysphasiques
on pourrait retrouver chez eux des évidences qu'ils ont été en contact avec un mélange, un mix de certains perturbateurs endocriniens classiques, comme les phtalates, etc. Alors là aussi, une petite surprise, on pourrait se dire comment ça se fait que ça n'est pas du tout listé dans les textes officiels. Et je n'ai pas vu de recherche structurée dans la littérature francophone, en tout cas, sur le sujet. Alors les questions auxquelles je me proposais de répondre sont les suivantes. Les troubles 10 qui représentent de loin la forme la plus fréquente de troubles du neurodéveloppement sont-ils une variante légère de TND ou bien répondent-ils à des facteurs de risque différents? Et s'ils représentent des facteurs de risque différents, ça pose des questions beaucoup plus générales, presque philosophiques, sur le fait de les inclure même dans les TND. Surtout si on met au centre des TND des pathologies qui, elles, sont moins fréquentes, comme l'autisme ou la déficience. Deuxième question, comment se partagent les facteurs de risque en facteurs génétiques et facteurs d'environnement? On nous dit toujours qu'il y a des facteurs de risque génétiques, qu'il y a des facteurs d'environnement, mais ce serait intéressant d'aller plus loin, de se poser la question de cette ligne de partage entre les deux et de la proportion relative des deux, peut-être à travers les différents troubles du neurodéveloppement. Et quelle pourrait être la part jouée par des facteurs d'environnement non listés, dont ces fameux perturbateurs endocriniens? On n'aura pas la réponse là, rassurez-vous. Alors, on a mené une étude rétrospective récemment à travers une cohorte qui est une compilation de l'ensemble des dossiers d'enfants que nous avons reçus depuis 10 ans à peu près, dans les pôles de proximité des différentes régions de la région PACA. C'est ce qu'on va appeler la cohorte réseau 10. Donc on dispose d'un certain nombre d'informations qu'on a pu traiter. Il y en a beaucoup d'autres qu'on n'a pas encore traitées. Et d'ailleurs, il va y avoir un travail qui commence avec une doctorante qui commence son doctorat sur ce sujet-là, avec le laboratoire du CNRS. Donc, on a l'analyse des diagnostics avec la CIM10 à l'époque, il n'y avait pas encore la CIM11. L'analyse des événements susceptibles d'interférer avec le neurodéveloppement, des données sur la grossesse, des données sur l'accouchement, en particulier la prématurité. Donc ce sont des questionnaires remplis par les parents la plupart du temps, ou quand les parents ne pouvaient pas, remplis par des personnels, mais dans la plupart des cas, ce sont les parents qui ont rempli. On peut toujours aussi remettre en cause la véracité de ce qui est rempli par les parents, mais vu le nombre de dossiers, je pense que s'il y avait des erreurs, la quantité va compenser ces erreurs. Les facteurs connus pour être associés à un développement cérébral atypique, alors je vais y revenir, le sexe masculin, le sexe en tout cas, masculin ou féminin, la latéralité manuelle, ça a été proposé, on va voir que ce n'est pas le meilleur critère, un terrain allergique qui a été souvent associé avec les maladies atopiques, asthme, eczéma, et des antécédents familiaux au premier degré qui sont très souvent cités dans tous les TND, mais en particulier dans les troubles d'apprentissage. D'autres pathologies potentiellement associées, on peut parler d'infections ORL, et le statut socio-économique de la famille, on disposait de la profession des parents, donc vous savez qu'en prenant la profession du père, on a une estimation relativement fiable, bien que partielle, du statut socio-économique. En tout cas, sur 6000 dossiers, si on a la profession du père de tous ces dossiers, on a quand même une information sur le statut socio-économique. Alors la caractéristique de la population, c'était la suivante. Des enfants de 7 à 15 ans, on a une moyenne de 10 ans et demi, c'est la moyenne de recrutement de notre réseau de santé, puisque c'est, par définition, ce sont des enfants qui ont déjà bénéficié d'une prise en charge d'un certain temps, à l'école et par un orthophoniste la plupart du temps, puisqu'il s'agit en majorité de troubles du langage oral et écrit.
et qui, au bout d'un certain temps de rééducation, ne font pas leurs preuves. À ce moment-là, ils envoient au réseau pour examen complémentaire, refaire des bilans, avoir une synthèse par un médecin de niveau 2. C'est le passage du fameux niveau 1 au niveau 2. Donc ils sont adressés en deuxième intention. Ils ont un échec scolaire persistant. En général, l'intelligence est normale, mais on va y revenir. Pas de manifestation psycho-affective prédominante, parce que sinon ils ne seraient pas venus en première intention chez nous. Et un questionnaire parental rempli par l'un des deux parents, éventuellement avec l'aide d'un professionnel du réseau. Alors voilà, pour commencer, le recensement des diagnostics. Vous voyez, il y a 17 144 diagnostics portés sur 8000 et quelques dossiers. Alors ça se comprend, puisque la comorbidité étant la règle, on a plus de diagnostics que de patients. Et on voit la nette prédominance du diagnostic de dyslexie, ici, dyslexie et dysorthographie, devant ceux de dysgraphie et dyspraxie, de TDAH et de TDA, donc troubles d'attention sans hyperactivité. Viennent ensuite les troubles du langage oral, ici, et ce qu'on voit, c'est que les troubles pédopsychiatriques, dont les TSA, sont à peine plus de 5%, et la déficience, moins de 2%, ce qui est attendu dans ce contexte-là, puisque, a priori, l'incidence de la déficience, par définition, c'est 2,5%. Là, on est un peu moins, parce que, en tout cas, a priori, nos enfants ne sont pas déficients. La première information fournie par l'étude concerne le sexe et est intéressante. C'est une variable qui est réputée fortement associée à l'ensemble des TND, y compris l'autisme. Comme on le voit, cet effet se confirme pleinement sur l'ensemble de la cohorte, ici, avec environ 2 fois plus de garçons que de filles, 2 pour 1. Un effet qui s'accentue encore plus pour le TDAH, 3 pour 1 à peu près, comme on le voit, et encore plus pour les dyspraxies de cette série, en tout cas, 4 pour 1, 4 garçons pour une fille. Alors vous savez que l'interprétation la plus souvent mise en avant pour expliquer cet effet du sexe fait appel à l'influence connue des hormones stéroïdes sexuelles durant le développement du cerveau. C'est peut-être pas la seule explication possible, mais c'est une qui est souvent mise en avant. Et en particulier, il y avait un modèle qui a déjà plus de près de 30 ans, celui de Geschwin, de Diane Galaburda, qui mettait en avant le rôle de la testostérone comme générateur d'anomalies de la maturation du cerveau à certaines étapes de la maturation. Et dans ce modèle, il y avait aussi les maladies immunes et la dominance atypique, qui explique qu'on a recherché un peu les gauchers et les asthmatiques dans notre population, mais on n'a pas retrouvé tellement ça. Donc, on n'avait pas la possibilité d'analyser tous nos dossiers, donc on s'est focalisé sur trois secteurs de la région, pour un total de 1128 dossiers. Et on a mesuré successivement les indicateurs suivants: droitier, non droitier, grossesse pathologique ou pas, accouchement pathologique ou pas, je ne sais pas si vous voyez assez en bas, oui. Suspicion d'anoxie périnatale, néonatale, prématurité, antécédents familiaux, et puis asthme allergique et problèmes ORL. Alors la première constatation, très claire, est le fait qu'il y a, comme attendu, je dirais, un pourcentage très important d'antécédents familiaux déclarés, il y a plus de 50% des cas. C'est de loin le facteur de risque, on va dire, le plus quantitativement pertinent, en tout cas qui semble avoir, sur le plan statistique, le plus d'influence. En revanche, le droitier-non-droitier, par rapport à une population standard, à un pourcentage attendu, vous voyez en sombre, c'est le pourcentage attendu, aucune incidence. On n'a pas plus de gaucher ou d'ambidextre. Et, grande surprise, les facteurs de grossesse et périnataux, on va dire,
de grossesse pathologique ou accouchement pathologique. Non seulement il n'y en a pas plus que dans la population, mais il y en a significativement moins dans cette population. Alors, je ne sais pas pourquoi, je n'ai pas d'explication, mais en tout cas, il n'y en a pas plus, ça c'est sûr. C'est sûr. L'autre élément, effectivement, asthme, allergie, on n'a rien retrouvé, et au point de vue des problèmes ORL, rien de plus. Même lorsqu'on prend que les dysphasiques, on n'a pas plus de problèmes d'otite alors qu'on pourrait s'y attendre. Dans cette population, on n'a pas retrouvé plus de problèmes d'otite. En revanche, ce qui est le point le plus en contraste, le plus flagrant avec la littérature, en tout cas la littérature officielle, parce que je n'ai pas retrouvé de vraie littérature similaire de ce type de recrutement, c'est l'absence totale de prématurité, c'est-à-dire qu'il y a exactement 11% de prématurés parmi ces 6000 enfants. Okay, 11%, c'est exactement l'incidence de la prématurité dans la population générale. Alors là, pour le coup, j'ai pu vérifier à plusieurs sources, c'est le chiffre qui est officiel, international. Je parle de prématurité en général. Si on prend les grands prématurés, c'est encore moins. Mais là, on peut affirmer qu'au moins dans cette population-là, la prématurité n'apparaît pas comme un facteur de risque de trouble 10. Alors les mêmes tendances se retrouvent presque à l'identique sur les trois pôles qu'on a analysés, Martigues, Aix et Marseille. On aurait pu penser que les facteurs géographiques, économiques ou autres, mais sauf peut-être, alors vous voyez, en tout cas pour la prématurité, on est vraiment une incidence autour de 10%. Il n'y a qu'au niveau des antécédents familiaux, on a l'impression qu'il y a une petite différence entre les trois secteurs. Le secteur d'Aix-en-Provence ayant un peu moins de 50%, alors que les deux autres secteurs ont plus de 50% d'antécédents familiaux déclarés. Je ne sais pas si ça a une signification. Peut-être celle-ci, qui a trait au niveau socio-économique. On a aussi comparé les niveaux socio-économiques en les classant en trois parties, des plus hauts 1 jusqu'au plus bas 3. Et on voit qu'il y a une petite différence. Alors, je ne vais pas calculer la signification statistique, mais on voit qu'il y a une représentation plus importante des niveaux socio-économiques les plus élevés à Aix-en-Provence, qui est une ville plus riche que les deux autres. Et ça, ce n'est pas une surprise. Si on devait s'attendre à une différence, c'est celle-là qu'on attendrait. Alors donc les premières indications à partir de ce travail, que ces premiers résultats viennent contredire assez radicalement certaines idées reçues concernant les causes des troubles 10 par rapport à l'inventaire des facteurs de risque des TMD que je vous ai montré au début. Aucun des événements périnataux recensés ne sont un facteur de risque de troubles 10 dans cette étude. Leur incidence ne dépasse pas celle de la population générale et serait même peut-être inférieure. Notamment, la prématurité n'est pas un facteur de risque de trouble 10, alors qu'elle est considérée comme un facteur de risque principal des TMD d'après la HAS. Par rapport au modèle éthiopathogénique que je vous ai montré sur de Geschwin, Bian, etc., globalement, il n'y a pas plus de non-droitiers chez les 10 que dans la population générale. Il n'y a pas non plus d'incidence accrue d'affections allergiques, comme on pouvait peut-être l'attendre. En revanche, la présence d'antécédents familiaux au premier degré, c'est-à-dire père, mère, un des frères et sœurs, est de loin le facteur le plus souvent retrouvé, signant la prévalence du facteur génétique sur les facteurs environnementaux. C'est un peu la question que je posais. L'incidence, l'implication respective de facteurs génétiques à environnementaux, dans cette étude-là, le génétique paraît beaucoup plus important, en tout cas pour les troubles 10. Un deuxième facteur qui émerge est la prédominance de garçons dans toutes les conditions pathologiques, qui apparaît donc comme une piste, sinon unique, en tout cas prévalente, pour essayer de comprendre les mécanismes sous-jacents. Peut-être un peu plus chez les enfants dyspraxiques, on l'a vu, et les TDAH, ce qui suggère fortement l'intervention d'un facteur hormonal durant la croissance du cerveau. Une explication qui reste valide, même si les théories initiales sont un peu dépassées. Alors, je vous ai pris un schéma relativement récent là, d'une hypothèse éthiopathogénique actualisée, disons, où l'effet de la testostérone ici sur un récepteur des estrogènes expliquerait la prédominance de garçons
et également l'effet protecteur chez les filles d'un métabolite de la testostérone, 3-bêta-adiol, hein, qui viendrait compléter cette prédominance de garçons. Il y aurait à la fois un effet délétère de la testostérone et un effet protecteur des estrogènes. En tout cas, il y a ici un récepteur spécifique des estrogènes qui est central et qui fait le lien avec la partie génétique de l'explication. En particulier pour la dyslexie, on parle ici d'un gène qui a été identifié comme gène éventuellement impliqué dans certaines familles de dyslexiques. Et ce récepteur jouerait un rôle dans la transcription de ce gène et donc le rendrait actif en quelque sorte. Un gène qui agit sur la migration neuronale. Donc l'idée c'est que la testostérone, et avec éventuellement un effet protecteur inverse des estrogènes, jouerait sur une sorte de plaque tournante qui a un effet sur la transcription du gène. Une sorte d'interface entre les hormones et les mécanismes de transcription génétique. Un autre intérêt de cette plaque tournante, c'est qu'elle serait le réceptacle éventuel de perturbateurs endocriniens. Vous voyez, l'idée c'est que les perturbateurs endocriniens joueraient sur ce même récepteur aux estrogènes et viendraient interférer comme possible facteur de risque qui, de la sorte, interférerait à la fois sur la partie endocrinienne et sur la partie génétique qui en est la conséquence. Alors pour terminer, je voudrais rapporter un résultat à la fois intriguant et particulièrement robuste, parce qu'on va retrouver sur tous nos échantillons, qui concerne le mois de naissance des enfants adressés pour trouble 10. Alors, ce n'est pas un hasard, il y a quelques évidences dans la littérature que les enfants qui ont un trouble 10, certaines populations de TND en tout cas, naissent à des périodes de l'année spécifiques. Alors, on a recherché ça, et on a été récompensé en quelque sorte, parce que, vous voyez, il y a une nette différence entre le début de l'année et le début de l'hiver, automne et hiver. En d'autres termes, il y a significativement plus de naissances d'enfants 10 en septembre-octobre et à un moindre degré novembre-décembre, et significativement moins de naissances d'enfants 10 en janvier-février. Donc je vous le livre comme ça, hein, mais il y a effectivement beaucoup de questionnements et peut-être d'explications qui ont été avancées dans la littérature. On a essayé de regarder des sous-parties de notre population, ici juste la population de certaines années. Il y a toujours ce même effet, vous voyez les astérisques qui montrent la significativité de la différence. Alors ce qu'on a mis comme repère témoin, en fait, c'est un calcul par rapport aux naissances annuelles normales dans la région PACA. Donc, vous voyez, les naissances, elles ne sont pas homogènes dans l'année, mais les différences sont beaucoup moins importantes que celles de notre population d'enfants 10. On a regardé pour les dyspraxies seules, pour les TDAH seuls, on a le même effet. On a même l'impression qu'il y aurait une protection pour les mois de janvier et février, plus même qu'un facteur favorisant de la naissance en septembre-octobre. Alors voilà quelques articles de la littérature sur le sujet. C'est des données qui sont un petit peu éparses, hein, il y a rien de bien précis, et les interprétations elles-mêmes sont diverses. Alors pour certains, regarde ce qui se passe au moment de la conception. Donc ils vont extrapoler le moment de la conception à partir du mois de naissance et se focaliser sur le mois de la conception. Pour d'autres, on va regarder essentiellement l'ensoleillement de la période de l'année. Par exemple, plusieurs études ont été faites en Écosse où il y a effectivement un ensoleillement qui est variable selon les périodes de l'année, ce qui n'est pas notre cas ici dans la région PACA. Donc, a priori, je crois qu'on peut laisser cette hypothèse de côté.
ensoleillement, vitamine D, enfin c'était assez fort comme explication. Et puis il y a certaines études qui font, voilà, pour l'autisme aussi, il y a des travaux, bon, vous qui êtes spécialiste de l'autisme, vous avez dû voir passer ces données. Certains ont parlé d'une exposition variable selon les saisons aux perturbateurs endocriniens, par exemple la consommation de certaines boissons ou la consommation de crème solaire. Pour notre région, ça pourrait être le cas. Voilà. Donc, je vous livre ces informations. Ah oui, il y a un autre article que j'ai vu récemment, là, qui me semble intéressant. C'est un travail qui montre la saisonnalité de la sécrétion hormonale sur des milliers d'hommes et de femmes. Et quand on regarde surtout les femmes, puisque c'est de ça qu'il s'agit en termes de grossesse, hein, on peut se demander, on voit que les taux de testostérone sont les plus bas exactement dans les mois où on a retrouvé le plus de naissances et les plus hauts dans les mois où il y en a le moins. Donc ça aussi, ce n'est qu'une constatation, mais si on garde l'hypothèse des stéroïdes sexuels comme une hypothèse forte pour expliquer cette constatation forte qui est la différence selon le sexe, ça paraît logique de se pencher sur ces résultats. Voilà. En conclusion, les troubles 10 dans leur ensemble, qui représentent plus de 80% des TND, relèvent de facteurs étiologiques radicalement différents de ceux habituellement mis en avant: pathologie périnatale, prématurité, autres affections génétiques ou lésionnelles du cerveau. Cette présentation erronée des causes semble devoir être corrigée et les textes qui la diffusent modifiés pour éviter de transmettre des idées qui seraient peut-être des fausses croyances. Voilà. En revanche, le TDAH et la dyslexie en particulier semblent étroitement comorbides d'après ces études-là. Nous avons vu une constatation troublante pouvant éclairer la discussion sur l'étiologie des troubles 10, à savoir le caractère saisonnier des naissances d'enfants qui relèveront de ces troubles. Plus précisément, les enfants 10 sont plus souvent nés durant l'automne et le début de l'hiver, alors qu'ils sont significativement moins nombreux à être nés à la fin de l'hiver. Le rôle des stéroïdes sexuels, dont le caractère circannuel de la sécrétion a été prouvé, est un candidat plausible, en tout cas une piste à privilégier pour les recherches futures. Je vous remercie pour votre attention.